Chères sœurs, chers frères, Hotep, que la paix soit. Bonjour à vous tous, à vous toutes actuellement qui suivez cette vidéo. Alors là, c'est une communication sur les thèmes de la place du nom dans nos sociétés traditionnelles authentiques. Le thème est important par rapport à l'impact sociopolitique et socio-économique que le nom joue dans nos sociétés-là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de verser une calebasse d'eau symbolique en reconnaissance de nos ancêtres méritants. Louange à ces demi-urges-là, à la source première dans laquelle tout baigne. Louange à Amon, comme le dit les Bamana, Mangala, Kubarika. Alors pourquoi une communication sur le thème du nom, de la place du nom dans nos sociétés, vous allez le comprendre. Il a été dit par les prêtres kamites que c'est par les noms que l'inexistant vient à l'existence. Ça veut tout dire. Ça veut dire que sans le nom, aucun concept ne verrait le jour. C'est par le nom que l'inexistant vient à l'existence et vice-versa. Tout ce qui n'a pas de nom n'existe pas. C'est dire combien les verbes priorisent sur la matière. Le verbe l'emporte sur l'écrit. Le verbe l'emporte sur tout ce qui est signe aujourd'hui. Alors, si tel est le cas, je me dis une chose. Abandonner son nom pour emprunter celui de son envahisseur est la chose la plus horrible qui soit arrivée aux négro-africains. C'est tristement ce que nous observons aujourd'hui. Un peuple sans nom, des individus sans nom, des concepts sans nom parce que carrément privés de ces condensés spirituels-là qui animaient les noms authentiques, les noms originaux, qui les faisaient maintenir dans le concert des nations. Aujourd'hui, un Mamadou noir, un Ibrahim noir, aujourd'hui un Ousmane noir, un Jean, un Pierre, un Thomas noir ne rime à rien. C'est un détritus idéologique. C'est un déchet de l'impérialisme qui, dans la planification de notre effacement complet de la surface de la terre, a utilisé le nom. Vous n'êtes pas sans savoir que dans cette entreprise diabolique de génocide qui a été appliqué sur notre peuple, l'envahisseur a utilisé deux armes. La première sont les plus bruyantes, le canon, les fusils, parfois les sabres, l'épée. La seconde catégorie, ce sont les armes silencieuses. Et convenez avec moi que ce sont ces armes silencieuses-là qui sont les plus violentes jamais utilisées contre nous. Au cœur de ces armes silencieuses-là, gît le nom, le processus de nomination, ce qu'ils appellent dans leur jargon les baptêmes ou les rebaptêmes. Nous allons donc faire une plongée au cœur du processus des noms. Nous allons faire un zoom sur le parcours historique de notre communauté depuis ses origines, c'est-à-dire depuis la Nubie
en passant par l'Égypte antique, pour terminer en Afrique impériale, c'est-à-dire sur l'ancien site de l'Empire du Ghana. Vous le savez peut-être mieux que moi, entre le 3e siècle avant la supposée naissance de Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle après la supposée naissance de Jésus-Christ, un exode massif a fait déplacer le noir de l'Égypte antique vers l'intérieur du continent. Certes, cet exode se fit par vagues successives. On notera entre autres le déplacement de celui qui va être l'ancêtre primordial des Soninké, géniteurs de l'Empire du Ghana. Cet ancêtre primordial que les Soninké appellent Dinga Kore ou Dinga Dinga a quitté la terre égyptienne vers 300 avant Jésus-Christ et il guerroyait en cours de route pendant plusieurs années, a fait même des escales sur certains espaces géographiques avant de venir faire un premier tour sur le site qui deviendra celui de l'Empire du Ghana. Alors, entre-temps, sa famille a grandi. La famille, le noyau initial qui a quitté le Ghana, s'est agrandi en cours de route. Il s'est marié à beaucoup de femmes, dont nous retiendrons seulement 3, et eu beaucoup d'enfants, dont nous retiendrons les plus âgés de tous ces enfants, qu'on appelle Djabé Sissé. Ce Dinga Kore-là ne va pas s'installer définitivement sur les futurs sites de l'Empire du Ghana. Il va retourner. Les dernières informations que nous avions, à travers certaines recherches, ont prouvé qu'il est resté au Soudan. D'ailleurs, cette tribu des Dinga du Soudan, d'après certaines de ces recherches-là, serait l'une des descendances du roi Dinga Kore, ancêtre primordial des Soninké. Voilà où est-ce que nous voulons en venir. Ces Soninké-là, ces flux migratoires en venant sur le site qui deviendra plus tard l'Empire du Ghana, n'a pas trouvé un site d'accueil désertique de toute présence humaine. En fait, ces sites-là étaient partiellement habités par une peuplade qu'on appelait les Kakoro, qui est devenue, avec l'inflexion de la voix ou la variation de certaines langues, qui est devenue les Kakolo. Les R devient souvent les L entre les Soninké, les Malinké et les Bamana. Les Kakoro, en Bamana qui veut dire Ka, Koro, qui étaient là déjà avant. Cette peuplade-là, dont le nom signifie d'ailleurs qu'ils étaient là avant les clans Soninké, alors utilisait une technique d'identification de ses membres respectifs. Cette technique s'appelle la scarification. La scarification consiste à apposer des signes sur les tempes, parfois sur le front. C'est des signes particuliers, codifiés, qui permettent à chaque membre du clan ou de la tribu d'être identifié et même d'être classifié au sein de la tribu selon des paramètres bien déterminés. Ces signes-là étaient appelés à l'époque les Kakoloti ou les Kakoloti. Les ti ou les chi, c'est le même mot dont il s'agit, signifie en Soninké, en Bamana et en Malinké signe. Les Kakoloti veut dire entre guillemets les signes des Kakolo.
Voilà ce que les Soninké sont venus trouver sur place en termes d'identification et de codification des membres du clan de la peuplade Kakolo. Alors les Soninké, honnêtement, en bon étranger, se sont pliés à cette technique-là, se sont pliés à cette institution-là, parce que c'est toute une institution dont il s'agit. Et ils l'ont adopté. Pourquoi ils l'ont adopté? C'était pour combler ces vides-là qu'ils avaient laissés en venant. Ces vides n'est autre que, durant leur long parcours, ils ont perdu des noms. Durant leur long parcours de l'Égypte vers le Ghana, ils ont perdu des membres de leur clan. Ils ont perdu des familles entières. Ils les ont perdus de vue. Pas que tous aient péri, mais ils en ont perdu de vue. Et plus tard, quand ces vagues successives ont commencé à se réunir, il fallait un nouveau processus d'identification. C'est là que les Soninké commença à utiliser les signes des Kakolo, les Kakoloti. Ce qui était au départ les Kakoloti est devenu les Ti de toute la communauté résidant en Empire du Ghana. Alors Djabé Cissé, qui succéda à son père, si je peux m'exprimer ainsi, bien qu'il soit le vrai géniteur de l'Empire du Ghana, étaient les gardiens de ces signes-là. Alors les Soninké, en bons stratèges, ont commencé un vrai recensement de la population respective en utilisant ces signes à cette fin. Beaucoup d'années s'écoulèrent. D'après nos petites recherches, nos modestes recherches, le Kakoloti a duré le temps de pratiquement 10 siècles avant de commencer à disparaître. Et entre-temps, les noms se formaient. Entre-temps, les mémoires restaient vives, se rappelaient des noms, ce qu'on appelle les djamou, c'est-à-dire que les noms des ancêtres primordiaux. Le cas de Naremari, en fait, est une illustration indéniable de cette mémoire vive-là, vive de ces peuples soninké-là. Alors, quelques siècles passèrent avant que les Soninké et les Kakolo, parce qu'il faut reconnaître que ces Kakolo ont finalement été dominés par les Soninké jusqu'avec le temps à prendre des patronymes issus du clan des Soninké, parce qu'il y a eu des mariages, des alliances qui ont fait que petit à petit, les Kakolo a été carrément absorbés par les clans dirigeants de l'Empire du Ghana, c'est-à-dire les Cissé. Alors, de constat en constat, ceux du Ghana ont commencé à comprendre qu'il faut prioriser le nom sur ces signes-là pour 3 bonnes raisons. La première de toutes les raisons est issue d'un premier constat qui leur a fait dire que l'usurpateur, celui qui veut usurper des rangs, d'un titre quelconque, utiliserait des signes pour se faire valoir, pour prétendre à un titre ou à un rang, une classe quelconque, qu'il n'aurait pas eu sans ces signes-là. Il suffisait de venir un matin, de regarder les gens, de voir que ce sont les clans dirigeants, les enfants du clan dirigeant ou les futurs dirigeants du clan qui portent ces signes-là, et d'aller se mettre quelque part dans le bois, reproduire les mêmes signes sur les temples, les fronts, et revenir prétendre au même poste qu'on n'aurait jamais dû avoir sans ces signes-là. Les Soninké, les Kakolo, c'est-à-dire la brave communauté de l'Empire du Ghana, a commencé à faire ce constat. Voici une première raison qui les a poussés à abandonner l'utilisation de la scarification comme mode d'identification des membres
d'un clan. La deuxième raison était ce qu'on peut appeler entre guillemets d'ordre militaire. Les stratèges militaires des clans rivaux, de ceux qui venaient guerroyer, ont compris que, en observant bien ces signes, on peut même détecter les rôles, les fonctions et même les grades des guerriers parmi la population civile. Il suffisait de comprendre ça et de traquer les détenteurs de ces signes qui renvoient à un rang militaire. Et le jour de la grande invasion, maintenant le coup était joué. L'espionnage militaire pouvait maintenant abuser de sa connaissance de ces signes-là au détriment de l'empire de ceux du Ghana. Deuxième raison, les stratèges militaires des clans rivaux. La troisième raison qui accompagna la disparition ou quand même l'abandon des signes comme seul élément d'identification des populations a été d'ordre spirituel. Ceux du Ghana se sont posé la question: qu'est-ce qui doit rester derrière les détenteurs d'un signe, au cas où il aurait à trépasser, au cas où il aurait à rejoindre ses ancêtres méritants dans l'autre dimension? Il ne resterait rien de son identité entre les mains de ceux qui vont lui survivre. Car les signes-là, posés sur les tempes, posés sur le front ou quelque d'autre part du corps, disparaissent avec le corps. Le corps, élément physique, matériel, doit disparaître par putréfaction. Donc les signes-là disparaîtront carrément dès qu'il y aurait eu un enterrement quelconque, quand même dès qu'il y aurait eu dislocation des parties du corps sur lesquelles posent ces signes-là. Or, ces besoins de survie éternelle, ces souvenirs de ceux qui sont partis, les éléments qui doivent nous rester entre nos mains sont essentiels au processus même, sont essentiels à l'application même de la spiritualité dit chez nous, qui est basée sur le culte des ancêtres. Voilà pourquoi le nom tel que nous le connaissons devrait être appliqué en lieu et place de ces signes-là pour les remplacer et pour fournir à la descendance un élément de connexion entre ceux qui sont dans l'autre dimension et nous qui sommes restés. Ces trois raisons ont largement suffi à l'abandon progressif de la scarification comme outil d'identification. À partir de là, le nom a rejoint toute sa place telle que nous l'avons hérité de l'Égypte noire antique, depuis la réflexion mature de nos ancêtres premiers de cette région-là.